J'ai déménagé, putain. Exit la vie à Tours, exit le lit duquel je tombe 2 nuits sur 3. Désormais un lit 2 fois plus grand, je vais pouvoir ramener 2 fois plus de femmes. Let's go. 2 fois 0 ça fait 0. Et surtout, j'ai désormais le statut de parisien. Voilà. Il est donc encore plus légitime pour moi de râler à chaque vidéo. On va pas épiloguer sur ma nouvelle situation, ma misérable vie n'intéresse personne. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler un peu plus en détail d'un lycée dont on a brièvement parlé au cours d'une précédente vidéo. Et si ça me tient à cœur d'en parler, c'est parce qu'on a des sacrées leçons à en tirer, à mon humble avis. Le lycée dont on va parler, vous le connaissez, vous avez lu le titre, vous avez activé la cloche, vous faites des dons sur Tipeee. Mesdames et messieurs, nous parlons aujourd'hui du lycée Mohamed VI d'Excellence. C'est parti. Alors si j'ai le plaisir de vous en parler aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu le privilège de contacter le directeur des CPGE de ce lycée sur LinkedIn, à savoir Christophe Bockel, un monsieur très accessible et très sympathique. C'est un normalien et ancien prof de CPGE, il a enseigné en MP à Perpignan, il a également enseigné en prépa au pays du couchant, et étant fervent admirateur du royaume du Maroc, le projet du LIDEX lui tenait particulièrement à cœur. Et comme une bonne partie des informations que je vais vous transmettre aujourd'hui viennent de lui, on le remercie chaleureusement. Alors grosso modo, ça fait 9 ans que le LIDEX a été inauguré à Ben Guerir. Placé exactement dans l'axe Casablanca-Marrakech, c'est un lycée très prestigieux qui met à disposition un maximum de choses pour l'épanouissement des élèves, et qui couvre d'ailleurs la quasi-intégralité des frais. Il est réputé pour non seulement sa qualité d'enseignement, mais aussi pour les valeurs qu'il vous inculque, en particulier la communication sous toutes ses formes. Chaque année, il est célèbre parmi les médias qui le qualifient d'insolent parce qu'il a le don de s'accaparer environ un tiers des places que l'X propose aux étudiants étrangers. C'est donc très rapidement devenu un établissement d'exception, et il a sa petite célébrité à l'international malgré lui. Le second point sur lequel les médias n'hésitent pas à être incisifs, c'est la discrimination positive qui est appuyée par le directeur. Parce que favoriser la diversité dans le lycée est un point essentiel selon lui, et par conséquent ils vont privilégier les candidatures provenant de milieux modestes. Alors c'est un point de vue tout à fait défendable, déjà ça permet à des Marocains et des Marocaines issus de provinces un peu plus pauvres, comme Marrakech Safi ou Beni Mellal Khelifra pour n'en citer que quelques-unes, d'éventuellement intégrer des écoles prestigieuses comme Centrale, les Mines, etc. et ainsi d'offrir un avenir plus radieux à leur famille, de contribuer à l'économie du pays, le tout en diminuant légèrement le gouffre inégalitaire au cœur de la société qu'on avait déjà soulevé dans une précédente vidéo. Et puis même, force est de constater que les profils qui viennent de milieux défavorisés sont plus aptes à faire preuve de résilience, d'humilité, de combativité, ce qui fait un argument de plus appuyant le point de vue du directeur que je considère tout à fait soutenable. Donc ouais, discrimination positive tout à fait légitime ici, pas comme les trucs scandaleux qu'on a pu voir aux States avec Harvard et compagnie qui pénalisaient les étudiants d'origine asiatique, qui partaient avec, tenez-vous bien, 270 points de retard par rapport aux hispaniques et carrément 450 points de retard par rapport aux étudiants afro-américains. Alors heureusement, la Cour suprême a fini par leur mettre un chassé-croisé parce que c'était un scandale, mais sachez que ça a duré beaucoup trop de temps. Bref, cessons de nous égarer, étant donné l'Eldorado que représente le LIDEX, vous vous doutez bien qu'ils reçoivent un nombre incalculable de candidatures. Chaque année, c'est des dizaines de milliers de dossiers à traiter, et fatalement, c'est ultra sélectif, dans le sens où il y a un dossier sur 100 qui va être retenu, et alors là se présentent deux issues possibles, soit vous êtes dans le top 100 national des bacheliers, auquel cas c'est royal, tapis rouge directement, et c'est ce qu'on appelle admission par voie 1, qui représente à peu près 25% des étudiants. Deuxième issue possible, vous n'êtes pas dans le top 100, mais vous êtes quand même très bon, c'est-à-dire à minima 17 au bac marocain, auquel cas, après un tri parmi tous les dossiers, on garde 300 élèves, qui seront admissibles pour passer le terrible concours d'entrée. Et on vous donne rendez-vous au lycée en plein mois de juillet pour le passer sous 40 degrés, dans la joie et la bonne humeur. Alors, à noter qu'il y a 3 épreuves distinctes. La première, c'est un entretien pour s'assurer de la mentalité de guerrier des candidats et de leur aptitude à se dédier entièrement au LIDEX pendant 2 ans. La deuxième, c'est une mise en situation en extérieur, donc c'est généralement assez ludique, assez léger, et ça permet de cerner les qualités psychosociales des éventuels candidats. Et la dernière, c'est le terrible examen de maths du LIDEX, tristement réputé pour remettre en question votre niveau en maths et généralement toute votre vie. Et ça tombe bien, étrange coïncidence, vous allez me dire, c'est celui dont on va parler, ce jusqu'à la fin de la vidéo, t'as intérêt à rester parce que je vais m'énerver. Alors, à mon humble avis, ce concours, il devrait être indemnisé par les services psychiatriques du pays. Parce qu'au vu du nombre de traumatismes qu'il engendre chaque année, alors histoire d'avoir une valeur étalon, je vous propose de faire un rewind rapide de comment ça se passe dans notre cher pays qu'est la France. Ça nous permettra de comprendre en profondeur la difficulté de la chose. Concrètement, en France, quand vous êtes lycéen et que le domaine de l'ingénierie vous fait de l'œil, vous avez grosso modo 2 façons d'y parvenir. La première, c'est de passer par Parcoursup et de postuler dans des prépas ou des facs qui permettent l'accès à des concours d'école d'ingé, et ce, au bout de 2 ou 3 ans dans le supérieur. La seconde, qui est un peu plus restrictive dans le sens où elle vous donne accès à une diversité d'écoles qui est bien moins grande, c'est de participer à des concours qu'on appelle concours d'école post-bac, comme par exemple le concours GIP, le concours puissance alpha, etc. Il y en a une chier. Alors de prime abord, on pourrait se dire naïvement que la difficulté va être sensiblement la même avec le concours d'entrée du LIDEX. Alors en réalité, il n'en est rien, c'est comme si vous compariez un stage ASVP avec la journée de l'enfer des Navy Seals, parce qu'en gros, les concours français post-bac dont on vient de parler, c'est généralement des QCM. Ils sont certes assez pervers dans le sens où si vous donnez une mauvaise réponse, vous prenez moins 1 point, et le timing est assez serré, il faut avoir vraiment des automatismes. Mais modulo ces 2 petites complications, en général ça se passe très bien, c'est pas des questions qui sont insurmontables, en plus
plus, ils sont assez généreux en termes de candidats reçus. Donc, à moins d'avoir été un touriste toute l'année et d'utiliser 2 rouleaux de sopalin par mois, vous réussissez à intégrer l'école que vous voulez. Et 5 ans plus tard, félicitations, vous êtes ingénieur, bravo. À vous les réunions débordantes de passion, les pauses café endiablées, les horaires de rêve. Moi, généralement, j'arrive entre 8h et 8h15. J'arrive chez moi, il est 20h. Je trouve ça confortable. J'ai d'autres copains qui sont confinés aux arts et métiers et qui font du 6h, 21h. Bref, alors ça, c'est dans notre glorieux pays qu'est la France. Comparons maintenant avec le Maroc, avec la fameuse épreuve diabolique du LIDEX. Un lycéen marocain a passé le concours cette année et il m'a fait parvenir gentiment les cauchemars auxquels il a été confronté, non remboursés par la Sécu, je rappelle. Alors, petite précision, il faut savoir que l'épreuve de maths se divise en 2 parties. La première qui dure 1 heure, la seconde qui dure 2 heures. Alors, pour la première, 60 minutes, c'est très court, en particulier pour des maths. Vous pourrez se dire que le truc va être relativement abordable. Vous êtes touchant de naïveté. Alors plongeons ensemble en enfer et voyons pourquoi ce concours est réputé comme étant un des plus difficiles au monde pour les lycéens. D'ailleurs, si vous êtes en prépa ou que vous comptez y rentrer, je vous mets au défi de répondre à cette purge, histoire de vous remettre un peu dans le bain, parce que je vous vois, ceux qui sont en train de poncer la bêta de Dofus Unity. Alors, l'épreuve d'1 heure se divise en 12 questions, complètement indépendantes. Théoriquement, ça fait 5 minutes par question. Dans la pratique, c'est plutôt 12 pièges mortels qu'on a envie d'éviter. La première, c'est une énigme assez célèbre chez les friands de logique. Pour la majorité des gens qui ont dû la découvrir le jour J, ça a dû être une sacrée claque dans la gueule parce qu'elle peut vite être extrêmement chronophage. Vous avez 2 portes, une qui mène au paradis, l'autre qui mène vers l'enfer. Et elles sont défendues par 2 gardiens, un qui dit toujours la vérité, et l'autre qui ment tout le temps. Quelle unique question posez-vous à un des gardiens pour aller au paradis? C'est une énigme qui a été pas mal reprise dans la pop culture, il y a qu'à voir par exemple dans le film Labyrinthe avec Jennifer Connelly qui était super jeune à l'époque. L'énigme se retrouve même dans l'excellente série Rick et Morty. Only lies. You ever fuck this guy's wife? Yes. Well, how about that? He guessed right. I forgive you! C'est assez surprenant de voir ce type d'énigme dans un examen, mais en même temps c'est une excellente idée parce que c'est très rafraîchissant et c'est purement logique. La question 2 est une question d'analyse avec un cycliste qui parcourt une certaine distance. Question qui pose plusieurs problèmes, le plus gros étant à mon sens celui de bien formaliser les choses, et ensuite d'utiliser le théorème des valeurs intermédiaires judicieusement pour parvenir à la solution. C'est toujours délicat avec ce type d'énoncé qui traîne un peu en longueur de bien cerner ce qui n'est pas dit explicitement et de le traduire mathématiquement. La question 3, c'est l'étude d'une suite récurrente d'ordre 2 qui vérifie une certaine relation. Mais attention, théoriquement, vous avez aucun outil du supérieur pour expédier ça en 5 minutes. Donc vous devez vous laisser guider par l'indication et normalement les choses devraient bien se passer pour vous si vous faites attention. Ça transpire pas la passion, mais c'est la première question véritablement abordable du sujet. La question 4, revirement de situation total, c'est une équation de degré 3 sans racines évidentes. Honnêtement, c'est très pervers, il n'y a rien de pire pour perdre du temps. Probablement une des questions les plus difficiles de l'épreuve. Il faut déjà voir qu'il existe une unique solution en vertu de la stricte croissance de la fonction. Et ensuite, reconnaître une identité remarquable de degré 3 pour espérer avancer. Et je dis bien espérer. Ceux qui ont commencé à dégainer la méthode de Cardan, vous allez très vite déchanter. Je vous conseille absolument pas de partir sur ce chemin. Bref, peut-être un petit peu plus de chance sur la question suivante. Et question 5, calcul de limite très barbare. C'est très facile de faire n'importe quoi et de se perdre. La première chose à faire, ok, elle est toute tracée. Passer à l'exponentielle et au log pour faire tomber l'exposant. Mais ensuite, on a très envie d'utiliser des DL à l'ordre 1, sauf que malheureusement, les terminales n'ont pas le droit d'utiliser ça. C'est apparemment réglementé par la loi et vous pouvez aller en prison, alors faites gaffe. Donc le mot magique, c'est taux d'accroissement, mais la fonction fait tellement dormir que vous risquez de perdre un sacré paquet de temps. Et même si la réponse est jolie et assez profonde, c'est assez sadique d'avoir mis un truc pareil. Question 6, c'est une question beaucoup plus classique, en tout cas pour les Marocains. C'est autour de la géométrie du plan complexe. Deuxième question assez abordable, le but c'est de trouver une équation de cercle en dégainant toutes les propriétés classiques des nombres complexes, autour du module notamment. Là où c'est un peu mesquin, c'est que ni les coordonnées du centre, ni le rayon ne s'expriment avec des nombres entiers, donc il y a vite moyen de baliser et de penser qu'on a fait n'importe quoi dans les calculs. Question 7, c'est encore un calcul de limite qui utilise des outils complètement différents de la question 5 et qu'elle mérite d'être autant dégueulasse. Là, le mot magique, pour ceux que ça intéresse, c'est somme de Riemann, et la limite est encore une fois très intéressante, je vous suggère vivement de la regarder, c'est assez inattendu je trouve. Alors quoique, les Marocains en bouffent tellement en terminale que ça a pas dû les surprendre plus que ça. Question 8, toujours un calcul de limite, mais cette fois-ci une foutue intégrale à paramètres. Pareil, ça demande d'être assez astucieux si vous voulez vous en sortir. Alors vous connaissez petite technique belge en faisant plus exponentielle nt, moins exponentielle nt au numérateur, into linéarité de l'intégrale et reconnaître du u' sur u. C'est clairement pas un cadeau, surtout que c'est même pas fini. La limite finale sans les équivalents asymptotiques, ceux qui sont interdits par la loi eux aussi, c'est un peu chiant et ça fait perdre du temps de le faire proprement, faut bien encadrer les choses. Question 9, honnêtement la question la plus conne du sujet je trouve, faire des relations
questions d'ordre sur C, faut être un dangereux pervers. On aurait pu proposer un truc un peu plus intéressant, quoique c'est pas plus mal d'élever un peu l'esprit critique des élèves, après tout, qui suis-je pour juger? Question 10, ah là, j'aime beaucoup, hein. Calcul d'une intégrale trigonométrique, qui est pas insurmontable en plus. Elle évalue la capacité du candidat à être observateur et à reconnaître une identité trigonométrique, ou de la retrouver même au brouillon. Et ensuite, à pas tomber dans le piège classique d'oublier la valeur absolue, parce qu'ici, elle est très importante au vu de l'intervalle d'intégration. Question 11, une question d'arithmétique assez cool, que n'importe quel bon terminal peut faire, même les terminales maths expertes en France, je pense, l'expédient assez vite. Elle est pas d'un intérêt magistral, mais c'est bien de savoir la rédiger correctement. Il y a plusieurs façons d'en venir à bout. Honnêtement, je pense que c'est la question la plus simple du sujet. Après, je suis un bandeur de congruence, donc est-ce que je peux vraiment juger? Certainement pas. Et dernière question du sujet, histoire d'achever les élèves, c'est un truc un peu plus théorique, c'est un cas particulier du théorème de Darboux pour enfoncer le poignard bien au fond de votre cage thoracique. Le théorème est assez cool, hein, merci Gaston Darboux. Ça vous donne une propriété des valeurs intermédiaires pour la dérivée sans exiger d'hypothèse de continuité. C'est-à-dire que c'est vrai sans que la fonction ait nécessairement besoin d'être de classe C1 et c'est assez remarquable. Mais honnêtement, ça reste une belle claque dans la gueule pour finir. Alors à première vue, le sujet il est très costaud, mais on se dit que c'est faisable. À condition d'avoir 3 heures, parce que 1 heure, ça passe très vite. Le temps de rentrer dans le sujet, de faire certains calculs et tout, ah bah t'as fait que 4 questions, t'es déjà sorti de la salle. Bien comprendre, bien raisonner, et ensuite rédiger 12 questions, en 1 heure, je vous assure que c'est dantesque. Sans vous mentir, si je l'avais passé en conditions réelles, j'aurais sué pour avoir à peine 2/3 des points. C'est très pervers ce genre de sujet, parce que ok, ça teste vos réflexes sur l'intégralité du programme, sur des jolies questions pour la plupart, mais c'est très facile de perdre du temps là-dessus. Et sur 1 heure, vous n'avez clairement pas le loisir, hein, vous vous en doutez bien. Par curiosité, s'il y a encore des terminales qui me regardent actuellement, je serais curieux de savoir combien de questions sur les 12 vous trouvez accessibles. Que je me rende compte un petit peu d'à quel point c'est tortueux ou pas, et d'à quel point les Marocains nous mettent une vitesse. Et alors attention, le plot twist, c'est que c'est pas la seule épreuve. Rappelez-vous, il y en a 2 pour 2 fois plus de fun. 2 fois 0, ça fait toujours 0. La seconde épreuve qui dure 2 heures se divise en 2 exercices, et ça vaut le coup de la survoler un peu pour voir à quel point on se fait défoncer. Alors, le premier exercice, c'est un exercice pur d'analyse, très axé rigueur, rédaction. Dans le sens où vous étudiez une fonction polynomiale de degré 5 dépendant d'un paramètre t, et que ça peut très vite devenir le bazar. C'est le genre d'exercice assez punitif dans le sens où si vous savez pas comment fonctionnent les premières questions, vous avez relativement peu de chances de répondre à la suite. Quand bien même par la suite vous avez des études de limite en 0 ou de limite asymptotique, je peux pas dire que c'est un exercice extrêmement palpitant. Aurait-on pu peut-être proposer des équations de degré 5 qu'il est possible de factoriser, la fameuse x5 plus x-1 par exemple, à laquelle ensuite vous pouvez trouver 2 solutions complexes conjuguées assez sympathiques. Bon, c'est vite dit. Aurait-on pu faire peut-être quelque chose avec le théorème de la racine rationnelle? Je sais pas s'ils le voient, les Marocains. C'est une bonne question. Bon, c'est que des suggestions après tout. Mais j'étais pas enchanté de lire ce premier exo. Le second exercice, en revanche, est 10 fois plus intéressant, mais il a dû terriblement favoriser ceux qui ont fait des Olympiades, tant les questions sont classiques pour eux. Tout s'ordonne autour du concept de valuation p-adique, ou ce qu'on appelle les p-valuations. C'est un outil ultra pratique, rien que pour calculer PGCD, PPCM, ou même faire des trucs plus exotiques typés Olympiade. Et l'exo donne d'ailleurs même des illustrations d'à quel point c'est un outil efficace via par exemple les factoriels. Honnêtement, c'est un exercice sympa, très linéaire, machin, et moins barbare qu'il n'y paraît. Tant que vous arrivez à vous approprier les notions et comprendre que, en fait, c'est juste de la manipulation d'exposants. Alors, 2 trucs que je ne comprends pas cependant. Pourquoi la question 1 ne vous guide pas vers une tentative d'exprimer grand N? En plus, ça fait apparaître du logarithme, c'est assez stylé et ça permet de voir si l'étudiant a bien compris comment fonctionne la partie entière. Parce que j'ai l'impression que la question nous guide vers un truc un peu plus abstrait en disant que c'est la borne sub d'un ensemble non vide majoré. Bon, peu importe. Et surtout, pourquoi la question 2 ne demande pas de justification, alors qu'il suffit d'invoquer décomposition en facteur premier, propriété additive des puissances, et la contraposée du lemme d'Euclide, qui est vue en terminale par tout le monde. Je trouve sincèrement que ça aurait eu 10 fois plus de valeur pédagogiquement de le demander, surtout que ça prend honnêtement 3 lignes et c'est pas un raisonnement fou. Et encore une fois, qui suis-je pour juger? Ça reste un très beau sujet. Cette seconde épreuve, bien plus sympathique en apparence, n'est pas donnée non plus. Alors loin de là d'ailleurs, c'est fou d'ailleurs de voir que l'exercice 2, c'est la première partie de l'épreuve d'agrégat interne de 2023, qu'on passe normalement en bac plus 5, donc le niveau est relativement élevé. Le véritable défi selon moi, et ce qui fait que les maths constituent un abattoir, c'est la première épreuve. C'est véritablement celle qui fait mal, et je serais d'ailleurs curieux de connaître la moyenne qui est atteinte à ce genre d'épreuve, et éventuellement d'avoir quelques petits témoignages en commentaire de Marocains qui l'ont passé. Pour l'heure, c'en est terminé
terminé pour nous. On aura bien blablaté autour de ce petit lycée qui fait plaisir. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Ah mon dieu. Très vite, je vous produis un corrigé de l'épreuve d'1 heure. Éventuellement, je regarderai l'exo 2 de l'épreuve de 2 heures. L'exo 1, il m'enchante pas de fou. Alors à moins que vous m'acclamez dans les commentaires, honnêtement, je sais pas si je vais le traiter. Et bref, dès que j'aurai terminé tout ça, ça sera terminé pour l'arc Maroc et on fera d'autres choses. Beaucoup de projets nous attendent encore, rassurez-vous. Moi, j'ai ma rentrée parce que je vais être prof. Voilà, là, ça va être dantesque. Hein. Pour l'heure, je disparais de la surface du globe. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Des bisous, je vous aime fort et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.